Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Taiki sans filtre, qui sera donc une émission plus personnelle que 8ème art et Uzi, et de surcroît plus globale dans ses approches culturelles, et donc moins limitée en termes de sujets et avec moins de contraintes de format. Pour ce premier épisode, j'ai souhaité aborder un sujet qui me tient à cœur depuis mon adolescence, et ce malgré les controverses susceptibles d'apparaître lorsqu'on évoque ce simple mot, la fandom. Mais je ne serai pas seul pour cette première chronique, car en effet je serai accompagné d'une amie de longue date très portée d'intérêt sur le sujet, à savoir Sayuri. Salut à toi! Salut à tous! Avant d'aborder un thème comme celui-ci, on va d'abord implanter les bases pour les néophytes. Qu'est-ce que les fandoms et surtout comment cette sous-culture a émergé? La fandom est un mot anglais composé du préfixe fan pour fanatique et dom pour domaine, et ce terme désigne une communauté de fans d'un domaine de prédilection, qu'il soit issu du milieu de l'art ou du divertissement, ainsi que l'ensemble d'organisations et de créations issues de cette même communauté. En France, on emploie également le terme de fanbase. Pour citer des exemples de fandom me concernant, il y a les Bronies et les Furs, mais on peut également citer les Potterhead, les Woovian, les Sherlockian, la Skeleton Clique, les Little Monsters de Lady Gaga, la BTS Army et j'en passe. Mais la première question qu'on pourrait se poser est quand et comment sont nés les fandoms? Eh bien si on remonte assez loin dans le temps, on peut dire que les clubs de lecture du 19e siècle peuvent être considérés comme la genèse de ce phénomène. D'ailleurs, l'un des premiers fandoms a vu le jour suite à un caprice dû à une décision du créateur original, ça annonce la couleur. En décembre 1893, sortit dans la revue britannique Strand Magazine la nouvelle Le Dernier Problème, qui devait être le point final des aventures de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle voulant se dédier au roman historique. Et là, c'est le drame. Les fans protestent, supplient, que dis-je, exigent le retour de leur détective favori, allant même jusqu'à créer les premières fanfictions de l'histoire entre 1897 et 1902 pour faire renaître le célèbre enquêteur anglais. À cause de toute cette pression, et peut-être aussi pour des raisons financières, Arthur Conan Doyle fut contraint de publier de nouvelles aventures de son bébé, qui refera son apparition dans la nouvelle Le Chien des Baskerville en 1901, avant de revenir totalement à la vie dans la nouvelle La Maison Vide en 1903. Fort heureusement, les débuts du fanbase ne se sont pas limités à ça, et l'aspect convivial de la fandom a commencé à se manifester quelques années plus tard, toujours dans le domaine de la littérature. Durant la première moitié du XXe siècle émergea ce qu'on appelle les pulp magazines, des revues à la qualité moyenne et au prix risible de 10 cents, publiant des ouvrages généralement fictimes aux thèmes divers et variés, que ce soit la romance, le fantastique, les récits policiers et la science-fiction. Et l'originalité de ces revues, en dehors de leur thème et de leur faible coût, sont le fait qu'ils accordaient des publications d'écrits réalisées par leurs propres lecteurs, ces derniers laissant leurs coordonnées. Un réseau s'est constitué grâce à ces pulp magazines qui permettra aux écrivains amateurs, formant la fandom de la science-fiction, de constituer grâce à un énorme travail de groupe les premiers fanzines dans un premier temps, puis la première convention de fans de SF, la World Science Fiction Convention ou Worldcon en 1939. S'en suivront les fans de manga et d'anime dans les années 70 et le fansubbing, le fandom Fury en 1980 grâce à la série Albedo Anthropomorphics de Steve Gallacci, bref tout ça s'est enchaîné à une vitesse fulgurante, surtout avec l'arrivée d'internet. L'un des avantages que l'on peut reconnaître au fandom, c'est que grand nombre d'entre eux ont permis la réémergence d'ouvrages qui étaient voués à disparaître. On peut citer comme exemple la tentative des Blonde Coats, fans de Firefly, de relancer leur série favorite depuis 17 ans par diverses méthodes comme des projections mondiales, des documentaires, des suites non officielles, des fandocs, des envois de cartes postales à d'autres réseaux de distribution et des achats de DVD en masse. Cette mobilisation n'a pas permis le renouvellement de la série, mais la réalisation d'un film nommé Serenity permettant de la conclure. Mais l'un des exemples les plus connus est la série Veronica Mars. Les fans de cette série, surnommés les Cloud Watchers, n'y sont pas allés de main morte pour demander le renouvellement de leur fiction favorite. Location d'un avion tenant une bannière réclamant le retour de la série et qui volait de Los Angeles à Burbank, dont de plus de 18 300 $ de DVD de la première saison à différentes médiathèques américaines, et même des envois de barres chocolatées Mars aux dirigeants de la chaîne. Et dans ce cas précis, ça a marché. La série a eu 3 saisons entre 2004 et 2007, un film, et la 4ème saison est parue le 19 juillet 2019 sur Hulu. Bref, tous ces exemples prouvent qu'un fandom est très souvent un ouvrage fictif à retrouver son élan, souvent pour le plus grand plaisir du réalisateur et du casting. Un des autres points forts dans les fandoms est sa grande panoplie de créations faites par des fans. Fanfiction pour l'écriture, fan art pour le dessin, fan comics pour les bandes dessinées, fan games pour les jeux vidéo, fan music pour tout contenu musical, et j'en passe. Certaines de ces créations peuvent devenir chez les fans une part d'eux-mêmes, notamment avec les univers alternatifs, où si l'idée part d'une personne à la base, plusieurs autres personnes y apportent leur touche personnelle, amenant à une créativité collective. Ce qu'on pourrait qualifier de phénomène de performance selon Mélanie Bourda, et qui est en lien avec le concept d'expressivisme digital de Laurent Salard. En étant sur le net, elle forme une grande source de propagation qui fait parler de l'œuvre, une certaine forme de publicité qui ne déplaît pas à certains créateurs, notamment les indépendants. La créativité des fandoms s'est développée au point d'avoir sa propre forme d'art, et ses travaux sont même acclamés par certains créateurs des œuvres dont ces créations sont tirées. MGS Philanthropie, par exemple, est un fan-film réalisé par un professeur italien
Giacomo Talamini, et ses étudiants. Le film est un hommage au jeu Metal Gear Solid, et malgré son budget restreint, il fait l'unanimité. Un vrai succès sur la toile. Kojima lui-même verra le film et déclara avoir été ému. Nous pouvons également mentionner ce que Mélanie Bourda appelle l'intelligence collective. En effet, David Perron a remarqué durant différents entretiens que les geeks présentaient leurs ouvrages favoris en termes de monde, en insistant sur le fait qu'ils sont considérés avant tout comme des mondes. Des mondes tellement vastes qu'il faudrait en définir tous les éléments qui la composent. C'est pourquoi les fans créent des wikis, des encyclopédies numériques sous forme de plateformes collaboratives dans lesquelles ils y ajoutent les découvertes sur leur univers favori. Certains fans se servent même des fandoms afin de contribuer à des causes humanitaires, comme créer des associations et utilisent la culture geek afin de récolter des fonds. Ce que Mélanie Bourda, oui encore elle, nomme l'actupuncture culturelle. Un des exemples les plus connus est la Harry Potter Alliance créée en 2005 par le comédien Andrew Slack et le groupe de musique Harry and the Potters afin de sensibiliser les gens sur les violations des droits de l'homme au Soudan, mais qui depuis fait également des campagnes sur des sujets tels que l'immigration, l'alphabétisation ou encore la justice économique. On a aussi Can't Stop the Serenity, une association créée en 2006 par The One True BX, un très grand fan du film Serenity, qui décida d'utiliser sa passion afin d'aider une de ses associations préférées, Equality Now, qui œuvre dans la défense des droits de la femme à travers le monde, en organisant des collectes de fonds via des projections du film Serenity. Un acte qui se suivra d'événements de charité organisés avec l'aide de plusieurs villes à travers le monde. Et selon le site officiel, depuis sa création, Can't Stop the Serenity aurait récolté pour Equality Now plus de 1 292 806 $. Malheureusement, le monde des fandoms n'est pas tout rose et joyeux. On note divers problèmes et conflits venant des producteurs et des fans eux-mêmes. Du côté des producteurs, certains s'imposent dans la créativité d'une œuvre, forçant même la continuité d'une histoire, alors que le ou les créateurs avaient prévu de l'arrêter à un moment précis, et ce à cause de sa popularité, faisant de l'œuvre une potentielle poule aux œufs d'or qu'ils ne veulent pas voir s'arrêter de sitôt. On peut également remarquer du favoritisme des producteurs vis-à-vis de certains fans. Krypton Future Media, par exemple, porte un grand intérêt à la branche japonaise et anglophone du fandom Vocaloid, mais délaisse la branche européenne qui, par conséquent, a accès très tardivement au contenu Vocaloid. Pour preuve, si le Japon et l'Amérique ont eu un certain nombre de concerts Vocaloid depuis la création de Miku en 2007, la France, quant à elle, n'a eu son premier concert qu'en décembre 2018. Un délaissement assez incompréhensible puisque la branche européenne du fandom Vocaloid est tout aussi vaste que les deux autres. Ils sont aussi les causes de certains problèmes dans les fandoms, notamment en ce qui concerne les censures de projets de fans. On a, par exemple, le cas J-Animation, où ce youtubeur spécialisé dans les animations MLP s'est retrouvé avec pas mal de ses vidéos strikées, suite à des signalements des avocats d'Hasbro. Suite à quoi, J-Animation a tenté des négociations avec la boîte, sans qu'aucune suite ne soit donnée. Pire même! Aux dernières nouvelles, J-Animation avait posté une vidéo dans laquelle il annonçait l'arrêt définitif de ses vidéos MLP, expliquant que la situation n'était plus gérable. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de justice. On a aussi le cas de Siraides, qui avait créé un fangame sur les premiers jeux Spyro. Cependant, Activision ne l'entendait pas de cette oreille et a envoyé une mise en demeure aux développeurs, obligeant Siraides à revoir tout son jeu afin que le projet ne soit pas complètement abandonné. Ce qui donna naissance au projet Zera Myth Awaken, où si les graphismes et le gameplay sont toujours très similaires à l'univers de Spyro, il y a néanmoins des différences, notamment le personnage principal, Zera, qui, au lieu d'être un dragon, est une axobat, un mélange entre un axolot et une chauve-souris. Et bien sûr, on ne peut pas parler de producteurs censurant des créations de fans sans parler de Nintendo, qui selon moi mériterait la palme d'or dans ce domaine. En effet, la compagnie du plombier moustachu, et plus précisément sa branche américaine, est tristement connue pour son habitude à censurer les créations de fans, et en particulier les plus populaires comme Pokémon Uranium ou Metroid AM2R. Et cela ne s'arrête pas qu'aux fangames. D'autres types de créations sont visés comme les séries Flash, qui ne sont pourtant pas des jeux, mais de simples web-séries. Et parmi ces séries censurées, on compte le très connu Super Mario Bros Z, dont le financement a été supprimé par Nintendo, rendant la sortie de nouveaux épisodes incertaine. Merci Nintendo, comme si l'attente n'était pas assez longue. Mais ne vous faites pas d'idée, du côté des fans ce n'est malheureusement pas mieux. Il arrive souvent dans le domaine de la fiction que certains fans s'imaginent que leur parole est la loi
et parfois tentent même d'imposer leur vision aux créateurs de l'œuvre, notamment en ce qui concerne le final. Le manga Naruto de Masashi Kishimoto et la série Voltron en sont des exemples. Dans le cas de Kishimoto, le final de Naruto a déplu pas mal de fans parmi les shippers Narusaku, qui n'appréciaient pas de voir Naruto finir marié avec Hinata, et qui, en plus de hurler leur rage sur le net, sont allés même jusqu'à créer une pétition afin d'obliger Kishimoto à faire une fin alternative où Naruto et Sakura finissent ensemble, prouvant qu'ils ne savent pas comment l'industrie du manga et de l'anime marche, puisque, pour info, à moins qu'une fin alternative à l'histoire originale ait été prévue au programme à la base, faire une fin alternative alors que la fin officielle est déjà sortie depuis un bon moment n'est pas possible. Une telle chose demanderait du temps et de l'argent. Et avec les deadlines et pressions imposées par les studios et éditeurs, cela rend l'idée des fins alternatives de dernière minute infaisable. Pour Voltron, les choses vont même plus loin. Parce qu'ils n'aimaient pas la façon dont leurs personnages et couples favoris ont tourné dans la saison finale, des fans ont lancé une énorme vague de haine contre les créateurs. Certains ont créé une page Twitter où les gens postent des lettres haineuses anonymement aux créateurs sous couverte d'une soi-disant justice. Et d'autres sont allés jusqu'à envoyer des menaces de mort et des tentatives de chantage à l'équipe. À croire qu'ils pensent que parce qu'ils sont fans, ils peuvent se permettre de s'asseoir sur les bases de la civilité, voire même d'agir comme des criminels, du moment qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et non, des excuses comme un mauvais développement de l'unique perso LGBT de la série ne sont pas des raisons pour justifier tout ça. Il y a une différence entre faire une critique et être cliniquement obsédé par ses passions. Et n'oublions pas le cas de la chaîne Cartoon Network, et plus précisément du dessin animé Steven Universe. Si la série est très populaire, elle a eu droit à son lot de controverses, et notamment dans son fandom, dont quelques-uns contre l'équipe. Un membre chargé des storyboards, par exemple, a dû fermer son compte Tumblr parce qu'après avoir posté un dessin du couple Péridot et Lapis Lazuli, qui n'est pas officiel, s'est retrouvé victime de harcèlement par les fans du couple Péridot et Améthyste, qui n'est pas officiel non plus, soit dit en passant. Et entre les fans, ce n'est pas le rêve non plus. Certains s'en prennent à d'autres fans pour diverses raisons. Divergence d'opinion sur un couple ou un personnage, atteint qu'un tel parce qu'il aime tel trip de fiction que lui trouve chelou, telle façon d'interpréter une œuvre et ou d'en vivre l'expérience, etc., etc. Le fandom d'Undertale en est un exemple, avec certains joueurs qui ont attiré les foudres d'autres fans parce qu'ils n'ont pas joué la route pacifiste en premier lors de leur let's play. On a également des problèmes de ce genre dans le fandom Steven Universe. Eh ouais, encore. Dont l'un des plus connus est le cas de Zami070, une artiste de Tumblr qui fut victime d'une énorme campagne de harcèlement après avoir fait un dessin représentant Steven, son père Greg et sa mère Rose Quartz. Sur le dessin en question, Rose Quartz paraît un peu plus mince que son design officiel, ce qui a mis en rage des fans qui se sont mis à la harceler, insulter, même menacer de mort, sous prétexte que son dessin serait grossophobe. Mettons les choses au clair, voulez-vous? Regardez ses designs officiels. Rose Quartz n'est pas grosse. Robuste style catcher, oui, mais pas grosse. Et elle est une alien, dont les standards physiques sont différents des nôtres. Et quand bien même elle serait réellement grosse, ce n'est qu'un personnage de fiction. Il n'y a aucune raison d'aller s'en prendre à cette fille pour ce qui n'est qu'une simple interprétation artistique. D'autant plus que ce problème a atteint des niveaux tels que Zami070 aurait apparemment fait une tentative de suicide. Pire, même après qu'elle ait tenté de se suicider et que c'est devenu public sur le net, la persécution ne s'est pas arrêtée. Comme si ce n'est pas venu à l'esprit de ces gens que ce qu'ils ont fait est grave, que ce qu'ils font est criminel et qu'Internet ne va pas les protéger. D'ailleurs, des retours de karma se font déjà sentir, vu que certains des harceleurs ont eu des démêlés avec la police. L'un d'eux aurait même été arrêté. Bon, allez, Sayori, calme-toi, respire, respire. Bon, allez, on continue. Bien sûr, tout ceci finit par nous demander pourquoi ces gens ont un comportement aussi déplorable. Eh bien, cela peut s'expliquer par un phénomène d'addiction, où quelque chose ou une passion devient une obsession, et où la personne y porte une importance forte au point qu'elle peut perdre le sens de la réalité. Dans le cadre des fandoms, une œuvre dont ces personnes sont fans devient capitale pour eux, et doit donc être traitée et vue par les autres comme ils l'entendent. Et toute autre vision de la dite œuvre est vue par eux comme mauvaise et doit donc être changée. Et ajoutant à cela que, en étant sur internet où leurs opinions sont prises en compte, voire même acclamées, cela leur donne un sentiment d'importance et de pouvoir.
un sentiment qui devient addictif et qui pousse la personne à vouer une importance démesurée à ses convictions et passions, allant même jusqu'à confondre réalité et fiction, et la menant à commettre des actions sans penser aux conséquences, se croyant à l'abri derrière son écran. Et tous ces problèmes ne sont pas sans conséquences. En effet, ces comportements toxiques donnent une mauvaise image des fandoms. Cela peut même aller jusqu'à une haine de l'œuvre originale. Des fandoms comme celui de Vocaloid, Sonic ou encore Undertale sont considérés comme toxiques pour diverses raisons, mais toutes sont liées au comportement de certains de leurs membres. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse sur ce sujet, car pas mal de gens pensent que ce qui fait la toxicité d'un fandom est certains de ses contenus. À cela, je réponds non. Non, les Fujoshi et les Fudoshi en général ne sont pas responsables. Non, tout contenu R18 n'est pas responsable également. Et il en est de même pour les contenus vus comme chelous, les mauvais OC, ou tout contenu qui peut être considéré comme énervant. Les seuls responsables sont certains des membres des fandoms qui véhiculent une attitude toxique. Par exemple, si les Merisu, ces personnages décrits comme parfaits et très mal développés, sont agaçants, le problème n'est pas eux-mêmes. Après tout créateur amateur a créé au moins un mauvais personnage dans sa vie. Mais leurs créateurs, qui réagissent souvent de façon violente face aux critiques. Et il en est de même pour les personnes derrière les conflits d'opinion sur des couples, des persos ou des œuvres, etc. etc. Il s'agit avant tout d'un problème d'incivilité généré par l'idée que quand tu es sur internet, tu n'interagis pas directement avec les gens et que du coup les règles de vie en communauté ne s'appliquent pas. Ce qui est bien sûr faux. Du moment qu'il y a communication entre plusieurs personnes, ces règles sont d'ordre, et ce que cela soit dans la vraie vie ou sur le net. En conclusion, on peut dire que malgré des débuts houleux, voire même plutôt controversés avec l'affaire sur la mort de Sherlock Holmes, les communautés de fans ont eu des apports très bénéfiques sur le plan social et communicatif. Cependant, la nature un peu véhémente et vindicative de certains membres de fanbase, ou des entreprises à l'origine des ouvrages en question, fait qu'il est dur de trouver un compromis satisfaisant entre fans et créateurs. Mais même si les fandoms peuvent être victimes de problèmes de la part de certains membres ou d'éléments extérieurs, il n'en reste pas moins une grande communauté de découverte et de partage, et même vue par certains comme une grande famille, et sans qui certaines licences n'auraient peut-être pas la popularité qu'ils connaissent aujourd'hui. Mon conseil, si jamais vous tombez sur un drama sur votre fandom, franchement ignorez-le. S'y impliquer n'arrangera rien et risque de gâcher votre expérience avec la communauté, voire même avec la licence. Il vaut mieux passer son chemin et profiter de ce qu'on aime. Et s'il y a un cas d'harcèlement, le mieux que vous puissiez faire est de montrer votre soutien à la personne harcelée sans donner d'attention au harceleur, car c'est ce qu'ils veulent comme tout instigateur de drama, de l'intention. Et après tout, comme dit le proverbe, le silence est le plus grand des mépris. Et pour ceux qui sont dans la partie créative, créez sans arrêt. Créez tant que vous en avez la volonté. Et ne vous bridez pas pour 3 connards qui ne supportent pas vos choix ou votre interprétation d'un ouvrage. Et si vous êtes de ceux qui sont déçus du manque de considération des producteurs des ouvrages dont vous êtes fan, continuez à vous manifester, tant que vous ne bridez pas la liberté du créateur comme ça a été le cas pour Conan Doyle. Car dans le pire des cas, ce sera des ondes positives pour le créateur, qui sera honoré d'avoir un si grand public, et dans le meilleur des cas, ce sera une avancée ou une renaissance. C'est Aki Sensei, Et Sayuri, et on vous remercie de votre attention.